Bonjour professeur, bonjour cher public virtuel. Soyez les bienvenus dans notre programme d'Aspac Séminaire. C'est un réel plaisir de poursuivre avec vous le cycle de séminaires portant sur le thème général essai critique sur l'ordre du discours juridique en Afrique noire francophone. Je vous présente, je me nomme Mbaye Thiam et j'aurai l'immense honneur de modérer la session du jour. Doctorant en droit privé à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, je prépare une thèse en droit privé dont le sujet de recherche est le suivant: liberté, temps et droit international privé des États d'Afrique noire francophone. Avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit aujourd'hui, qu'il me soit permis de présenter brièvement l'institution grâce à laquelle cette session a eu lieu. Je vous nomme le laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora, le LASPADES. Le laboratoire de recherche, c'est un laboratoire de recherche interdisciplinaire de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Sa vocation première réside dans l'analyse approfondie des mutations contemporaines qui affectent les sociétés africaines. Le LASPAD impulse une recherche dynamique sur les questions liées à la transformation digitale, au genre, à la démocratie, à l'édition scientifique, aux politiques publiques, au panafricanisme et aux relations internationales. Le laboratoire se veut également un espace de dialogue scientifique en favorant l'interdisciplinarité, mais aussi en rendant accessibles les savoirs produits par ces chercheurs sur les thématiques phares qui structurent ces axes de recherche. C'est dire qu'il accorde une grande importance à la formation des jeunes chercheurs et au partage des savoirs. Les différentes et riches discussions qu'il organise dans le cadre de ces cycles de séminaires répondent à ce double objectif en faisant d'abord office de vitrine pour les travaux de recherche des doctorants et par ailleurs en permettant, par le truchement de ces canaux de communication, un accès effectif de ces travaux au public. Je ne saurais terminer cette parenthèse sans remercier le laboratoire de recherche auquel je suis affilié, le laboratoire d'études et de recherche critique sur le droit en Afrique, le LERCDA de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nouvellement créé, le LERCDA se donne pour ambition de promouvoir en Afrique une science du droit se voulant non seulement plus sensible à l'accord des autres disciplines des sciences sociales, mais aussi et surtout de penser une science du droit soucieuse des réalités socio-anthropologiques, c'est-à-dire de réécrire le droit africain à partir de l'Afrique. Grâce aux efforts conjugués de ces deux laboratoires, mes collègues et moi sommes aujourd'hui ravis de partager avec vous les modestes fruits de nos recherches avec la contribution précieuse de l'intervenante de ce jour, qu'il en soit infiniment remercié. Mesdames et messieurs, le droit africain, dans ses rapports avec la société et avec la protection des genres qui la composent, constitue sans doute l'un des champs disciplinaires qui font actuellement l'objet de vives discussions dans le monde et en Afrique d'abord. Cette dernière, dans la construction de sa constitution civile, se trouve au carrefour de plusieurs civilisations. Nous en avons fait une expérience la dernière fois avec le séminaire de Mme Leïkoumou Madeleine. Le mariage, institution unique pouvant créer le lien matrimonial dans sa formation, décèle ainsi ce syncrétisme. Il est célébré selon la coutume ou selon le droit commun, en référence avec le droit occidental. Dans tous les cas, les époux sont tenus de certaines obligations. Notamment le devoir conjugal qui nous réunit aujourd'hui. La vie en couple est pour partie régie par le droit qui oblige à une communauté de vie dans laquelle on comprend la communauté de lit. En effet, la notion de devoir conjugal a été forgée par le droit canon. Il signifie alors l'obligation d'avoir des relations sexuelles qui seules pouvaient permettre la procréation. Élastique, cette notion, dans notre droit, est considérée comme un effet du mariage. Fidélité, assistance, cohabitation, rapport sexuel, entre autres, tous semblent relever du devoir conjugal. Que recouvre la notion de devoir conjugal dans le contexte sénégalais? Devoir conjugal et obligation matrimoniale. Quelle articulation faire? Peut-on admettre le viol conjugal à la lecture du code pénal et du code de la famille? Quel est l'état de la jurisprudence sur la question? Comment sanctionner la non-exécution du devoir conjugal, notamment au plan civil et ses répercussions au plan pénal? Comment réconcilier l'obligation de fidélité, la communauté de vie, la communauté de vie et la polygamie? Le présent séminaire, portant sur la thématique suivante, le devoir conjugal, provoque l'occasion de réfléchir sur toutes ces problématiques. Et comme intervenant, nous avons l'honneur d'accueillir une dame d'une intellectualité énorme, Madame Naïssoufy Diandir. Nous vous souhaitons, Madame, la bienvenue dans notre programme l'ASPAD Séminaire. Madame Naïssoufy Diandir est professeure assimilée, enseignante à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et également membre permanent du laboratoire d'études et de recherche critique sur le droit en Afrique
Elle est privatiste et ses réflexions portent particulièrement sur le droit des affaires, sur le droit pénal, sur le droit des personnes et de la famille. Elle est connue pour ses réflexions très pénétrantes. Sa thèse de doctorat portant sur la pratique du montage contractuel, réflexion sur une figure juridique en construction, n'a toujours pas fini d'inspirer les jeunes chercheurs. Sans plus tarder, professeur, je vais vous donner la parole, mais avant tout, permettez-moi de repréciser brièvement l'organigramme de cette session. Elle doit durer 1h30 et vous avez 45 minutes de communication. C'est après ce temps de parole que nous allons ouvrir les discussions en permettant à celles et à ceux qui souhaiteraient contribuer aux essences de le faire. Professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Thiam. Rebonjour à vous. Bonjour à toutes les personnes que j'ai trouvées ici. Bonjour à toutes les personnes qui vont nous suivre ou qui nous suivent déjà, particulièrement aux membres du LASPAT et du LERCDA. Je tenais particulièrement à vous remercier de me donner l'occasion de vous entretenir d'un sujet aujourd'hui qui est d'une actualité très brûlante et qui suscite beaucoup de passion pour la bonne et simple raison qu'elle met en jeu des questions d'ordre religieux, culturel et autres. J'espère qu'à l'issue de cette rencontre, que les passions vont se taire et qu'on donnera la place à une réflexion beaucoup plus objective et constructive par rapport à la question du devoir conjugal. Je ne saurais terminer sans remercier l'équipe qui gère la logistique et qui a essayé de nous tranquilliser avant le démarrage de la présente session. Et donc, je suis invitée aujourd'hui à parler avec vous, à discuter du devoir conjugal. Moi, je préciserai du devoir conjugal en droit sénégalais. Pourquoi en droit sénégalais? Parce qu'aujourd'hui, la question du devoir conjugal en droit sénégalais est une question qui est au statu quo. Et quand je dis au statu quo, c'est parce que je fais une comparaison avec le traitement de la question du devoir conjugal en droit français, qui très récemment a soulevé beaucoup de vagues, et nous y viendrons tout à l'heure. Et même avant cette date-là, la question a subi une évolution tout à fait appréciable. Or, l'impression que nous avons dans le contexte sénégalais et africain de manière générale, c'est qu'on n'ose pas parler de la question du devoir conjugal qu'on considère comme étant un sujet tabou. Et j'expliquais tout à l'heure la principale raison étant d'ordre religieux. Donc voilà, c'est un sujet que je traiterai à l'aune du contexte sénégalais, mais bien entendu en m'appuyant fortement sur le droit français afin de faire des comparaisons qui pourraient peut-être permettre de comprendre les éventuelles propositions qui vont être faites dans le cadre de cette étude-là. D'abord, nous allons partir de la définition de la notion de devoir conjugal. Le devoir conjugal est appréhendé comme l'exigence de rapports sexuels réguliers dans le mariage. Mais il faut d'emblée préciser que cette définition ne découle pas de la loi. Elle n'est pas une définition d'origine légale car la notion de devoir conjugal n'apparaît pas dans le Code de la famille, pas plus que ça n'apparaît dans le Code civil français. Alors le devoir conjugal découle d'une construction prétorienne, c'est-à-dire l'interprétation ainsi retenue nous vient de la jurisprudence pour qui il est obligatoire d'entretenir, aussi bien pour l'homme que pour la femme, des rapports sexuels réguliers dans le cadre du mariage. Alors, à la suite de la jurisprudence, nous pouvons dire qu'une grande partie de la doctrine également semble valider une telle interprétation, jusqu'à très récemment. Et nous pouvons même dire que jusqu'à aujourd'hui, une grande partie de la doctrine valide une telle interprétation. Juste à titre d'exemple, c'est une décision dont nous allons beaucoup parler parce que c'est une décision qui fait l'actualité, la décision du 23 janvier 2005 rendue par la Cour européenne des droits de l'homme. Dans la semaine où elle a été rendue, un professeur, Xavier Labbé, a 3 jours après fait une publication pour fustiger vertement cette décision qui a été rendue. Cela veut dire que la doctrine continue à défendre le devoir conjugal comme étant une obligation matrimoniale. Alors dans le contexte sénégalais, je vous passe les détails parce que vous savez quelle est la conception que, voilà, dans le contexte sénégalais africain, quelle conception on a de la notion de devoir conjugal. Alors, c'est vrai, c'est la doctrine, c'est vrai, c'est la jurisprudence, mais il faut peut-être remonter à un peu plus loin pour savoir qu'est-ce qui
pousse la jurisprudence à considérer le devoir conjugal comme étant une obligation matrimoniale. Et là, on ne peut pas faire l'impasse des considérations religieuses. Et donc, vous en avez parlé tout à l'heure dans votre présentation, la notion de devoir conjugal puise ses origines dans la religion, aussi bien dans le droit canonique, le droit de l'Église catholique, que dans le droit musulman. Dans le droit de l'Église catholique, on considérait que le mariage, c'était tout simplement un cadre procréatif. Un cadre procréatif où les époux étaient amenés à... où les époux devaient tout simplement procréer. Les époux devaient tout simplement procréer et c'était ça qui justifiait le mariage. Les obligations du mariage, parmi celles-ci, l'obligation d'entretenir des relations sexuelles était l'une des plus essentielles. Et donc, d'ailleurs, dans le droit canonique, le refus d'exécuter le devoir conjugal entraînait, non pas le divorce, mais l'annulation du mariage, parce qu'on considérait qu'il n'y avait pas d'intention matrimoniale sérieuse. Alors, en droit musulman, bien entendu, c'est la même logique, parce que l'enseignement que l'on nous donne, c'est qu'on est descendu sur terre pour se reproduire, pour procréer. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la polygamie est autorisée, parce qu'on estime que plus on a d'épouses, plus on a de possibilités d'avoir des enfants. Et donc, pour se reproduire, il faut forcément qu'il y ait cette conjonction physique, charnelle entre l'homme et la femme. C'est donc la raison pour laquelle l'interprétation jurisprudentielle est fortement influencée par la religion, aussi bien musulmane que la religion catholique. Aujourd'hui, vous avez un peu anticipé dessus, la problématique centrale autour de la question de la notion de devoir conjugal s'apprécie à travers 2 points. Ça s'apprécie d'abord par rapport au plan civil. Est-ce que le devoir conjugal, sa violation, devrait entraîner, étant entendu que c'est considéré comme une obligation matrimoniale, donc pourquoi sa violation n'entraînerait pas la rupture du mariage dans le cadre d'un divorce et rupture qui serait imputée au débiteur de l'exécution du devoir conjugal. Ça, c'est la première problématique aujourd'hui. Et la deuxième question sous-jacente, et si vous voulez même conséquente, c'est la répression de la non-violation, de la violation du devoir conjugal au plan pénal. Quand je dis comme répression, ce n'est pas pour parler de la répression à l'encontre de la victime, mais plutôt à l'encontre de la personne qui, sur le fondement de l'exécution du devoir conjugal, amènerait son partenaire à exécuter par la force. Et ça ramène tout simplement à apprécier la question du viol conjugal dans le contexte sénégalais. Alors, pour revenir sur l'état de la question en droit sénégalais, je voudrais faire un petit détour en droit français, étant entendu que la solution à laquelle on est arrivé aujourd'hui en droit français, c'est une solution qui a eu un cheminement assez sinueux, tumultueux, dans la mesure où pendant très longtemps, le droit français a entretenu une solution très incohérente relativement au traitement de la question du devoir conjugal. Pourquoi je le dis? Parce que depuis 2006, il y a, bien avant 2006 de toutes les façons, depuis 1990, le juge français considérait que dans le cadre de la relation matrimoniale, quand il y a pression physique, morale sur le partenaire pour qu'il accomplisse le devoir, il y a viol conjugal. La notion de viol conjugal a été vraiment fixée par la jurisprudence depuis 1990. Et pour conforter cette décision de jurisprudence, en 2006, le législateur français, à travers l'article 222-22 du Code pénal, a consacré la notion de viol conjugal. Et c'est en 2006, c'est en 2010, 4 ans après, que la présomption même qui était toujours entretenue. Parce que dans la loi de 2006, la notion de viol conjugal était prévue, mais il y avait toujours une présomption de consentement, voilà, des époux, mais avec possibilité de détruire par la preuve contraire. Mais en 2010, une réforme a permis d'enlever même la question de présomption de consentement. Le viol conjugal est établi dès l'instant que l'un des époux n'a pas voulu accomplir volontairement. Pourquoi j'ai parlé de solutions un peu incohérentes? Parce qu'au moment où, en 2006 et bien avant, en 1990, le juge considérait qu'il pouvait y avoir viol conjugal, mais les juges au civil continuaient à sanctionner les époux pour non-accomplissement du devoir conjugal. Sanctionner comment? Bien entendu au plan civil, en considérant qu'ils étaient auteurs fautifs de la rupture du... Ça n'a pas de cohérence. Dès l'instant que l'on considère que le viol conjugal est
établi, on ne peut plus, parce qu'en considérant que le viol conjugal est avéré et établi, ça voudrait dire que les époux conservent une certaine liberté sexuelle, d'accepter ou non de se plier aux exigences du devoir conjugal. Donc on ne peut pas, dans un raisonnement à rebours, considérer qu'au plan civil, ne pas l'exécuter, considérer à une faute. C'était ça la première solution incohérente du droit français. Mais néanmoins, même dans cette incohérence-là, on pouvait y trouver un avantage, c'était que les arguments qui réfuteraient pour certaines législations la consécration du viol conjugal ne pouvaient plus tenir parce que le modèle français a permis de montrer qu'en maintenant l'obligation d'avoir des relations sexuelles comme étant une obligation dans le cadre du mariage, dans le même temps, on réprimait l'auteur qui imposait cette relation sexuelle. Donc, ça veut dire tout simplement dire que c'est une solution qui était viable. Et pourtant, les autres, je veux dire, quand je parle des autres pays, vous savez que je parle forcément du législateur sénégalais qui a pourtant cette propension à aller copier tout ce qui se passe souvent dans le droit français. Mais pour cette question-là, on a l'impression qu'il n'a pas voulu suivre. On est d'accord. Et donc, cet argument-là ne peut pas prospérer. On pouvait très bien, comme il se fait jusqu'à aujourd'hui, considérer que quand on refuse d'exécuter, on est fautif, mais néanmoins prévoir que expressément le viol conjugal puisse exister. C'était possible de faire. Alors, mais pour ce qui est de la France, aujourd'hui, la question, je crois, a perdu de son intérêt parce qu'on estime que depuis cette décision du 23 janvier de la Cour européenne des droits de l'homme, le problème ne se posera plus parce que le juge a été très clair, le juge de la Cour européenne. Et d'ailleurs, aussitôt après, le ministre de la Justice de l'époque avait fait dépêcher une note à l'endroit de tous les magistrats pour leur dire qu'à partir de maintenant, la violation du devoir conjugal n'est plus une cause fautive de divorce. Et j'ai également eu vent d'une proposition de loi qui a été portée à l'Assemblée par la France insoumise pour l'exprimer clairement dans le Code de la famille que la violation du devoir conjugal n'est plus donc une cause fautive de divorce. Donc aujourd'hui, en droit français, je ne pense pas que le débat pourrait se poursuivre. Par contre, dans le contexte sénégalais et africain, la question est très brûlante et il faut oser, je crois, s'y pencher et essayer d'apporter des débuts de solutions ou bien des propositions de solutions. Pourquoi, en droit sénégalais, la question garde sa pertinence? C'est parce que tout simplement, en droit sénégalais, on considère que, d'ailleurs vous l'avez dit, c'est une obligation. On verra ce que l'on peut retenir de cette appréciation-là. Mais c'est le constat qui est fait unanimement, sans pour autant chercher techniquement si c'est une obligation. On considère que c'est une obligation d'avoir des relations sexuelles dans le mariage. Mais le problème, c'est que c'est en considérant que c'est une obligation dans le cadre du mariage que le législateur pénal semble être très frileux par rapport à la question du viol conjugal. Il considère que c'est une obligation, donc cette obligation devrait pouvoir faire l'objet d'une exécution forcée. Et c'est pourquoi le législateur sénégalais, le reproche principal qu'on peut lui faire aujourd'hui, c'est de ne pas se prononcer expressément sur le viol conjugal. Après, on me dira que oui, l'article 320 permet de régler la question, mais je vous dirai tout à l'heure pourquoi je pense que l'article 320 ne permet pas de régler toute la question. Et c'est donc à partir de cette posture-là du droit sénégalais que nous allons construire notre argumentaire en estimant, dans un premier temps, qu'il y a une assimilation discutable du devoir conjugal en une obligation matrimoniale. Pour nous, l'assimilation qui est faite entre devoir conjugal et obligation matrimoniale, elle est discutable et nous en donnerons les raisons tout à l'heure. Et à la suite de cette affirmation-là, à la suite de ce constat, nous en tirons la conséquence qu'il y a des incertitudes quant à la sanction de la violation du devoir conjugal. Voici donc les deux pans de notre argumentaire. Alors, pourquoi nous estimons qu'il y a une assimilation discutable du devoir conjugal en obligation matrimoniale? Pourquoi on considère que devoir conjugal, ça veut dire tout simple, c'est une obligation matrimoniale? Pourquoi on le considère? C'est parce que c'est une interprétation qui est un peu trop légère à mon avis. Cette assimilation est discutable dans la mesure où il y a une absence d'assimilation qui résulte de la loi. Nulle part dans le Code de la famille, nulle part dans le Code civil français, déjà on ne perçoit la notion de devoir conjugal. Encore moins expressément cette relation-là que l'on voudrait faire
entre devoir conjugal et obligation matrimoniale. Cette assimilation, elle ne découle pas de la loi. Et donc, c'est ça que nous voulons montrer, en considérant que donc, elle ne découle pas de la loi, mais qu'elle résulte d'une interprétation que nous estimons véhémente de la part du juge. Alors, pourquoi cette assimilation? Nous disons que ce n'est pas prévu par la loi, mais parce que tout simplement, dans le code pénal, excusez-moi, dans le code de la famille sénégalais et dans le code civil, les obligations matrimoniales sont limitativement énumérées. On est d'accord. Tout à l'heure, je vous ai entendu lister les obligations matrimoniales à travers des dispositions bien précises. Si on prend l'exemple du code de la famille, il y a la cohabitation qui forcément a un lien avec nos propos. Donc la cohabitation prévue à l'article 149 qui nous enseigne que les époux s'obligent à la communauté de vie. Cet élément-là, il est très important parce que c'est ça qui ouvre la boîte de Pandore. Ils se doivent respect et affection également. Ça rentre dans le cadre des obligations très précisément énumérées par le législateur. En cas de polygamie, chaque épouse peut prétendre à l'égalité de traitement. Donc le mari doit, ça c'est une obligation, il est clair, doit traiter les épouses de manière tout à fait égalitaire. Alors à l'article 150 également, il y a une autre obligation, très bien campée également, c'est la fidélité, on est d'accord. Et les époux se doivent mutuellement fidélité. Il y a également à l'article 151 du Code de la famille d'autres obligations matrimoniales clairement exprimées et affirmées par le législateur. Il nous parle du secours et de l'assistance. Et c'est traduit en ces termes, les époux se doivent assistance, soins et assistance réciproque pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du ménage et des enfants. Alors, nous avons les dispositions correspondantes en droit français à travers les articles 212 et 215 du Code civil. Donc, partant du fait que le législateur a dit clairement quelles sont les obligations matrimoniales, je considère que cette assimilation, elle relève un peu du forçage, techniquement, juridiquement parlant. Et l'autre argument sur lequel nous nous appuyons pour également faire une dichotomie entre la notion de devoir et d'obligation, c'est ça qui nous amène à montrer qu'il y a une démarcation en droit, dans le langage juridique technique, une démarcation entre la notion de devoir et la notion d'obligation. Et pour ça, nous nous appuyons sur la doctrine en réalité. Et au niveau de la doctrine, beaucoup d'auteurs ne cessent de rappeler que devoir et obligation, ce sont des notions qui sont à géométrie variable. Nous pouvons citer le professeur Mélina Douchi-Oudo qui nous dit clairement que l'expression devoir rend bien compte de cette différence d'ordre qualitatif qui interdit sa réduction à une obligation stricto sensu. Pour elle, la seule issue pour les époux en cas d'inexécution de la violation du devoir conjugal, c'est le pardon ou bien le divorce, parce que ça ne relève pas d'une obligation. Nous avons également d'autres auteurs qui nous disent, qui expriment l'idée à travers ces affirmations, l'obligation morale comme devoir que la volonté accomplie librement s'oppose à la nécessité. Donc, le devoir est considéré comme une obligation, mais non pas une obligation juridique, mais plutôt une obligation morale, selon ces auteurs-là. Et ils sont nombreux, ces auteurs de la doctrine, à avoir cette même conception-là de la notion de devoir. On peut aller plus loin également. Fabre-Magnan, Muriel, un autre auteur incontestable du droit des obligations, qui nous parle également de la notion d'obligation qui serait plus précise et juridique que celle de devoir qui ressortirait de la morale. Donc, voyez un peu qu'en doctrine, on peut s'appuyer sur certains arguments. Il y a également une thèse très retentissante d'un auteur français, Najib Achaïn, et toute sa thèse a été construite autour de la démonstration de la différence qu'il y a entre le devoir et l'obligation. Bien entendu, dans le cadre de la thèse également, pour des exigences d'objectivité, il montre qu'il y a des possibilités de coïncidence, de convergence, mais qu'a priori, devoir et obligation, ce sont des notions qu'il faut a priori distinguer. Donc, c'est la distinction de l'obligation et du devoir en droit privé. Une thèse très, très, très médiatisée parce que c'est une thèse qui, en réalité, est une thèse qui est inédite relativement inédite sur cette question-là, qui est beaucoup citée, en tout cas, dans les différentes productions. Donc, si on interroge la loi, cette assimilation, elle n'est pas faite. Donc, d'où vient cette assimilation-là? Je l'ai dit dans l'introduction, cette assimilation vient
de la jurisprudence. Et nous considérons que cette assimilation-là, elle est assez véhémente. Et pourquoi nous considérons qu'elle est assez véhémente? Parce que nous estimons que, de ce point de vue-là, le juge se substitue au législateur. Et ce qui les justifie, c'est tout simplement l'influence de la tradition, de la religion, de la culture. Bien évidemment, on peut le concéder au juge, parce que le juge, il applique la loi. Lorsqu'il y a lieu d'interpréter, il va interpréter en fonction de ce qu'il sait, de ce qu'il croit être bien, de sa culture, de sa religion. Mais également, il ne faut pas oublier qu'on est en droit. Et en droit, parfois, la religion, il faut, en tout cas, je ne dirais pas n'a pas sa place, parce qu'il y a des questions sur lesquelles le législateur a assumé de recourir à la religion. Mais pour les questions où le législateur n'a pas expressément fait le choix de s'inspirer de la religion, il faudrait également que dans le cadre de leur interprétation, que les juges soient beaucoup plus, en tout cas, dans leur réserve. Donc, la résultante d'une interprétation véhémente par le juge que l'on explique par le fait que le juge, il se substitue quelque part au législateur. Et d'ailleurs, pour vous dire à quel point le juge est présent, en 2021, le garde des Sceaux en France avait été interrogé dans le cadre d'une question écrite et dans sa réponse, il rappelait qu'il est de jurisprudence constante que la communauté de vie ne se limite pas au devoir de cohabitation et implique la consommation du mariage. Mais il dit qu'il est de jurisprudence constante. Cela veut dire que c'est le juge qui insiste sur ce point-là. Alors, le juge, il se substitue et à travers quels arguments il se fonde sur le devoir de fidélité et la communauté de vie. Concernant le devoir de fidélité, qui est souvent brandi comme justifiant le devoir conjugal, ce n'est pas très convaincant à mon avis, parce que le devoir de fidélité, je crois que c'est plutôt un devoir qui permet de régler la question de l'exclusivité. Mais régler la question de l'exclusivité, ça ne peut pas permettre de régler la question de la disponibilité de l'un à l'autre. C'est-à-dire, une fois qu'on est dans le mariage, il ne faut plus sortir du cadre de ce mariage-là. Maintenant, l'explication que certains pourraient en donner, et qui d'ailleurs a été souvent avancée en jurisprudence, c'est que ça rentre dans le cadre de l'exclusivité, mais quand la fidélité explique qu'on doit se réserver à son partenaire, mais que si son partenaire refuse de se plier à l'exécution, on pourrait peut-être essayer de tordre le devoir de fidélité. C'est en réalité beaucoup d'arguments que les époux amènent devant le juge pour justifier. Tu n'as pas voulu et donc je suis allé le chercher ailleurs. Mais l'obligation sur laquelle on se fonde principalement pour justifier le devoir conjugal, c'est la communauté de vie. Et pour le juge, la communauté de vie implique la communauté de toit et la communauté de lit. C'est partant de cette communauté-là. Et d'ailleurs, on a en droit sénégalais une décision qui date de 1972 de la Cour d'appel de Dakar, où le juge avait retenu le divorce pour faute du conjoint qui avait qui ne voulait pas exécuter sur, bien entendu, le fondement des injures, sévices et mauvais traitements. Parce que vous savez que dans l'article 166, on ne parle pas de la violation de la communauté de vie, mais l'injure grave, les sévices, les mauvais traitements peuvent être invoqués pour celui qui refuserait d'exécuter le devoir conjugal. Et donc, il y a également, en 2021, une autre décision du juge français qui a dit clairement que la communauté de vie suggère, implique la communauté de toit et de lit. Mais de ce point de vue-là, effectivement, le juge, il est doté d'un pouvoir d'interprétation. Il est doté d'un pouvoir d'interprétation qui lui permet, lorsque la législation n'est pas très claire, de l'éclaircir. Mais cette interprétation-là, on peut quand même la suspecter dans la mesure où communauté de vie n'implique pas forcément communauté de lit. Communauté de vie, ça peut impliquer beaucoup d'autres exigences. Pourquoi pas l'aspect sentimental? Pourquoi pas l'aspect affection? Pourquoi pas d'autres aspects? Parce qu'en centrant cette communauté de vie-là sur la notion de devoir conjugal, c'est comme si quelque part on dispense les époux de se rapprocher dans le cadre de relations sentimentales hors physique. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est ce que l'on constate aujourd'hui, que les relations affectueuses, les relations de bienveillance tendent de plus en plus à disparaître dans le cadre des couples et l'accent n'est mis que sur cet aspect physique-là. Et c'est pourquoi le juge, ce qu'on ne lui permet pas
dans beaucoup d'autres domaines, c'est-à-dire de se substituer au législateur, on devrait le freiner en matière familiale. Et pourtant, le constat, c'est qu'en matière familiale, parfois le juge, il se donne certaines libertés. Et donc, de ce point de vue-là, on peut considérer que c'est assez problématique que le juge d'autorité considère que devoir conjugal, c'est obligation matrimoniale. Et donc, si on ne l'exécute pas, on est en faute. Il faudrait que l'interprétation soit beaucoup plus prudente et non pas aussi tranchée, parce que du jour au lendemain, dans le cadre d'un pourvoi en cassation, on pourrait le lui reprocher. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été fait avec la Cour européenne des droits de l'homme, qui considère que, parce que techniquement parlant, elle considère qu'il n'y a pas de synonymie entre devoir et qu'est-ce qui empêcherait que dans le contexte sénégalais, un jour ou l'autre, qu'une décision soit portée devant la Cour suprême et que la question lui soit posée, est-ce que cette interprétation-là ne relève pas d'un forçage? Et qui sait, le juge pourrait répondre positivement à cette question-là. Et donc, il n'est pas à l'abri en réalité. Et ce qu'on voudrait souligner, c'est que cette interprétation-là, elle est influencée par la culture, par la tradition. Et ça nous ramène à ce que l'on disait tout à l'heure dans l'introduction. C'est l'Église catholique qui a cette conception-là, c'est le droit musulman qui a cette conception-là. Et donc, je suis bien tentée de vous lire un extrait. Alors, le concept de copula carnalis, relation charnelle, qui met ouvertement en avant le fait que le mariage doit être consommé dans le but de procréer. Et dans la Genèse 1.28, on nous dit « croissez et multipliez-vous ». L'absence de relations sexuelles était d'ailleurs l'un des motifs d'annulation du mariage, nous précise un autre auteur, Jean-Michel Brugère, qui est professeur de droit à l'université de Grenoble et qui a beaucoup écrit sur ces questions-là. Et donc, alors, cette conception-là, je ne dirais pas qu'elle est discriminatoire parce qu'également, de la même manière qu'on jetait l'opprobre sur les femmes qui refusaient d'exécuter ces devoirs-là, également, on jetait l'opprobre sur les maris qui refusaient d'honorer leurs femmes ou bien qui ne pouvaient pas forcément un refus parce que parfois c'est qu'ils ne pouvaient pas honorer leurs femmes en se pliant à l'exécution de ce devoir conjugal. Pour le droit musulman, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas à discuter dessus, l'enseignement est commun, donc il faut se multiplier et donc pour se multiplier, il faut avoir cette conjonction-là. Donc culturellement également, c'est cette conception, c'est cette idée que nous avons culturellement en droit dans le contexte sénégalais, dans le contexte africain et dans beaucoup d'autres contextes. Culturellement, le mariage, ça implique par-dessus tout, en fait, je donne ma langue au chat, pas forcément par-dessus tout, mais fondamentalement, ça implique cette conjonction-là entre l'homme et la femme. Et d'ailleurs, très souvent dans nos sociétés africaines, lorsque un couple se marie, au bout de quelques mois, ou bien tout au plus une année, on commence à jaser. S'ils n'ont pas enfanté, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ne sont pas malades? Est-ce que le mariage n'était pas simulé? Est-ce que c'est un véritable, est-ce que c'est une véritable union? Juste pour vous dire que culturellement, pour la société africaine, sénégalaise notamment, quand on se marie, il faut avoir cette... c'est d'ailleurs ça qui justifie que lorsque, par exemple, on se marie à quelqu'un, si le cadre des mariages blancs pour avoir des papiers ou bien certaines facilités, pour mettre le doigt sur ces mariages blancs, pour détecter la supercherie, le juge il apprécie s'il y avait une intention matrimoniale. Et cette intention matrimoniale-là se traduit par l'exécution effective du devoir matrimonial. Le juge fera des enquêtes et demandera si le monsieur a entretenu régulièrement des relations avec son épouse. Si la réponse est non, l'épouse pourra avoir un début de preuve de ce que le mari est entré en relation matrimoniale avec elle parce que tout simplement il voulait avoir des papiers pour pouvoir se régulariser. Donc c'est un critère vraiment qui est très déterminant dans l'appréciation de la volonté d'aller au mariage. Et on peut le concevoir. Étant entendu qu'on nous inculque qu'il faut nous marier pour avoir des enfants, il ne faut pas avoir des enfants avant le mariage. Donc, enfant, c'est relié au mariage. Et pour avoir des enfants, il faut passer par la case départ. Et la case départ, c'est quoi? C'est avoir des relations. Alors, ce qui peut être gênant, c'est le fait que qu'on n'assume pas cette influence religieuse. Parce que sur des questions, je l'ai dit tout à l'heure, sur le droit des successions, le législateur a assumé l'influence de la religion, qu'elle a entérinée, qu'elle a confirmée, qu'elle a consacrée.
Moi, dès l'instant que, techniquement parlant, on n'assume pas cette influence de la religion, il ne faudrait pas que le juge se laisse influencer par cela. Parce qu'également, il est vrai que le droit est beaucoup influencé par les règles morales, par les règles religieuses, mais il faudrait également que le juge, lorsqu'il interprète, lorsqu'il rend des décisions, qu'il puisse a priori se dire que je suis un homme de l'art appelé à interpréter en fonction du droit. Maintenant, les considérations religieuses peuvent venir, mais ne doivent pas vraiment avoir une empreinte indélébile sur la manière d'interpréter, parce que ça pose problème. On est dans un État qui est laïque, ce n'est pas la religion qui doit guider les choix et les différentes orientations du juge. Et donc, et puis, il y a un risque, parce que si le juge a cette latitude pour interpréter, si on évoque la question de la contrariété jurisprudentielle, si on évoque la question de l'instabilité de la jurisprudence, la solution, elle est ébranlable. On est d'accord? Parce que le large pouvoir d'appréciation du juge, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, un juge peut aller dans ce sens, demain, un autre juge peut aller dans un tel autre sens. Donc, cet excès de liberté-là, je crois, à mon avis, devrait pouvoir être ramené à des proportions beaucoup plus raisonnables par rapport à l'interprétation. Et pour moi, cette assimilation-là, un peu trop élastique, c'est cette assimilation-là qui est source d'incertitude relativement à la sanction de la violation du devoir conjugal. Pourquoi je le dis? Parce que l'imputation du divorce au débiteur, l'imputation du divorce fautif, bien entendu, au débiteur de l'exécution du devoir conjugal, parfois peut se révéler très aventureuse. Pourquoi très aventureuse? Parce que, tout simplement, l'appréciation subjective de l'exécution du devoir conjugal peut fausser le raisonnement. Parce que cette appréciation, elle est très subjective. Mais avant de parler de ça, cette intervention, donc je disais, ça crée une incertitude. Et cette incertitude-là découle du fait que l'interprétation, elle est aventureuse. C'est une question de fait, c'est une question d'intimité, c'est une question factuelle et dont la preuve est souvent assez difficile à apporter. Et l'incertitude également est justifiée par le fait que le silence du législateur pénal sur le viol conjugal, ce silence-là, moi j'estime qu'il est blâmable et qu'il est contestable. Alors, pourquoi j'ai parlé tout à l'heure d'imputation aventureuse du divorce au débiteur de l'exécution du débiteur du devoir conjugal? Je l'ai dit parce que c'est très subjectif pour un juge d'apprécier si le devoir conjugal a été exécuté ou non. Vous savez pourquoi? Un époux va aller dénoncer: mon épouse ou bien mon époux n'entretient plus de relations sexuelles avec moi. Alors, le juge, s'il doit vérifier si c'est avéré ou pas, sur quoi il doit se fonder? Je ne parle pas encore de la preuve. Est-ce que le refus une seule fois, 2 fois, 3 fois, sur quelle durée? Est-ce qu'un seul refus peut justifier la violation? Ou bien est-ce que le juge doit attendre ou bien doit vérifier que cela se soit produit 2 fois, 3 fois? Est-ce que c'est sur 1 an? Est-ce que c'est sur 2 ans? Est-ce que vous voyez un peu? C'est assez subjectif comme appréciation. Mais un autre élément également, que bien entendu, et fort heureusement, le juge français prend en compte, c'est aujourd'hui le juge sénégalais, on se présente devant lui et on lui dit: mon époux ou bien mon épouse, mon conjoint refuse d'exécuter le devoir conjugal. Mais vous savez que parfois, il y a des excuses qui peuvent justifier le refus d'exécuter le devoir conjugal. Et au titre de ces excuses-là, le juge français, il a eu à relever par exemple la détérioration des relations, il a eu à invoquer la santé du conjoint qui refuse, il a eu à invoquer l'âge, la vieillesse, il a eu à invoquer la maladie et beaucoup d'autres situations qui, au fur des espèces, ont été exposées par le juge. Alors, si on vient voir le juge et qu'on lui expose le refus de son conjoint d'exécuter le devoir conjugal et que le conjoint rétorque par exemple que c'est la fréquence par exemple à laquelle le conjoint sollicite qui n'est pas soutenable. Est-ce que vous voyez un peu? Ou bien c'est la maladie du conjoint qui le justifie, ou bien c'est la fatigue chronique, ou bien ce sont les charges du ménage qui sont trop pesantes. Ce sont des arguments qui peuvent valoir. Mais
le juge, il n'est pas dans l'intimité du couple. Comment il pourra mettre la balance entre le besoin du conjoint et le refus? Pas le refus, mais peut-être l'argument qui est mis sur la balance par l'autre conjoint pour justifier que ce n'est pas un refus systématique, ce n'est pas un refus permanent, mais c'est un refus qui est justifié par des raisons telles et telles. Déjà, le seul fait de dire que c'est un refus justifié par tel peut permettre à l'autre époux de se fonder sur cet aveu-là. Le juge va retenir effectivement, c'est un aveu. Maintenant, le juge peut être tenté de déconsidérer les arguments qui justifient ce refus-là, mettre l'accent uniquement sur le refus et ne pas prendre en compte les facteurs qui sont circonstanciels qui ont été invoqués par l'autre époux. Et ces facteurs-là, Dieu sait bien que peuvent être des facteurs qui sont valables, ils peuvent justifier. Imaginez par exemple que, je ne voudrais pas trop entrer dans les détails, mais des circonstances dans lesquelles le conjoint voudrait que ce devoir-là soit exécuté ne soit pas convenable pour l'autre, ou bien ne soit pas acceptable pour l'autre. C'est assez subjectif en réalité. Ça également, c'est assez subjectif dans la mesure où le juge il est invité à entrer au cœur de l'intimité des époux et surtout que l'on sait, et c'est ce qui me permet d'aller au deuxième point, la preuve de la non-exécution du devoir conjugal. Cette preuve-là est très difficile à apporter et je donnerai tout à l'heure en référence une décision du juge sénégalais en 2017 qui a dit clairement que c'est une question dont la preuve est très difficile à apporter parce que c'est dans le cadre intime en réalité. En l'absence d'aveu du conjoint, la preuve ne peut pas être établie. J'ai lu qu'en droit français, le certificat médical fourni par un conjoint peut servir de preuve à la non-exécution du devoir conjugal par son partenaire, c'est-à-dire l'époux qui fait la demande, l'époux qui vient dénoncer le refus, produit un certificat médical. Mais moi, ça ne me convainc pas tellement dans la mesure où, au contraire, le certificat médical qui est proposé ou bien qui est fourni, présenté par l'époux qui vient dénoncer ses conjoints devrait plutôt servir à étayer l'état de santé de son conjoint qui ne lui permet pas d'exécuter le devoir conjugal. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, à part l'aveu, il n'y a pas une preuve tout à fait tangible qui puisse justifier. Parce que un témoignage ne peut pas certifier voilà, la non-exécution du devoir conjugal parce que ça relève de la sphère intime. Et donc, en l'absence de preuves, sur quoi le juge va se fonder pour estimer que le devoir a été violé ou bien que le devoir n'a pas été violé. Là également, je crois comprendre que je n'ai pas encore débordé. Ah d'accord. Donc, de ce point de vue-là, relativement à la question de preuve, c'est assez délicat et c'est pourquoi j'ai parlé d'une imputation aventureuse de la non-exécution du devoir conjugal à un époux dans le cadre du divorce parce que ça conduit à le considérer comme étant fautif et à supporter les torts de la rupture du mariage. Et parfois, ça peut être à tort. Les torts qui lui sont en tout cas qui sont portés à son encontre, cette appréciation-là peut être faite à tort parce que apprécier la violation de ce devoir-là relève d'une subjectivité sans pareil. Le dernier élément par lequel nous allons finir relativement aux incertitudes sur la sanction de la violation de la non-exécution du devoir conjugal, c'est le silence du législateur sénégalais, un silence que nous estimons coupable, blâmable. Pourquoi ? Parce que l'impression que ça donne, ça pourrait donner, c'est que pour le législateur pénal sénégalais, parce que le devoir conjugal est une obligation matrimoniale, les conjoints doivent s'y soumettre. Et comme les conjoints doivent s'y soumettre, il n'y a pas lieu de consacrer le viol conjugal. Voilà ce qui semble justifier le silence sur le viol conjugal. Voilà ce qui semble, je dis bien sûr, ce qui semble justifier. Ce raisonnement-là, d'abord, il n'est pas convaincant parce que je l'ai dit tout à l'heure, en droit français, dès 1990, le juge a retenu le viol conjugal et en 2006, le législateur a consacré le viol conjugal. Et pourtant, jusqu'à cette fameuse décision de 2025-là, c'était toujours considéré le devoir conjugal comme étant une obligation matrimoniale. Donc, vous comprendrez que cette correspondance-là que l'on veut faire entre devoir matrimonial, devoir conjugal, obligation matrimoniale et donc permission du viol dans la relation matrimoniale, cette relation-là, elle n'est pas linéaire. Et donc, qu'est-ce qui empêcherait alors le législateur sénégalais d'aller dans le même sens que son homologue français? Ça n'a pas perturbé. Au contraire, c'est d'ailleurs ce qui a permis d'arriver à la décision de 2025.
Alors, c'est donc tout simplement peut-être un manque de volonté. Il est vrai maintenant que l'article 320 est souvent invoqué, on est d'accord. L'article 320 qui réprime le viol est souvent invoqué. Et en se fondant sur cette disposition-là, on peut interpréter dans le sens de l'existence d'un viol conjugal. Parce que le texte ne distingue pas qui est l'auteur de ces actes qui sont contraints. On nous dit quiconque. Et d'ailleurs, la décision du tribunal régional de Saint-Louis de 2017, dans cette décision-là, le juge a clairement dit que l'époux n'est pas soustrait de quiconque. L'époux n'est pas soustrait de l'article 320. Voyez donc qu'il est vrai qu'on peut se fonder sur cette disposition-là pour considérer que, sur le fondement de l'article 320, le juge va tout simplement retenir l'existence d'un viol conjugal. Mais cette solution, elle est hasardeuse. Elle est hasardeuse dans la mesure où l'interprétation, elle est libre. Cette décision-là, déjà, on ne peut pas la considérer comme une décision qui fait jurisprudence parce que c'est une décision qui est d'une autorité, qui est d'une juridiction inférieure. On ne sait pas si l'affaire avait été amenée devant la Cour suprême, si la Cour suprême aurait ce même raisonnement-là. Donc cette instabilité-là de la solution jurisprudentielle qui a été rendue par le juge du tribunal d'instance ne peut pas aujourd'hui nous permettre de dire que non, 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 on peut s'endormir sur ses lauriers, en droit sénégalais, le viol conjugal existe. Absolument pas. Parce que cette disposition-là, 320, son correspondant existe en droit français et néanmoins, une autre disposition sur le viol conjugal a été prévue. Donc ça ne permet pas de régler tous les problèmes. Alors, il y a donc ce risque d'instabilité jurisprudentielle qui est préjudiciable, bien entendu, à la victime de la violence conjugale qui a eu lieu dans le cadre, bien entendu, de la relation matrimoniale. Et cette décision-là, elle est salutaire. Moi, j'estime cette décision, elle est salutaire. Et elle est salutaire dans la mesure où j'ai bien apprécié lorsque le juge a mis l'accent sur le fait que l'exécution du devoir conjugal relève d'une obligation de faire. Et une obligation de faire, nous le savons tous, en matière contractuelle, comme en toute matière, n'est pas susceptible d'exécution forcée. Ce n'est pas susceptible d'exécution forcée par l'autorité publique, encore moins par le créancier de l'obligation. Donc vous conviendrez avec moi que lorsque c'est le conjoint qui entend forcer le partenaire à exécuter son obligation de faire quoi, d'exécuter son devoir conjugal, vous conviendrez avec moi que ça relève de la violation de la loi. Et donc, de ce point de vue-là, l'argumentaire sur lequel le juge s'est fondé dans cette décision de 2017, c'est un argumentaire qui est incontestable. Et d'ailleurs, le juge va même jusqu'à dire que la violation du devoir conjugal se résout par des sanctions civiles, demander des dommages à intérêt et imputer le divorce au conjoint qui ne voulait pas l'exécuter. Ça veut dire que donc au plan pénal, effectivement, cette contrainte-là qu'un époux voudrait imposer à l'autre sur le fondement du lien matrimonial, c'est une contrainte qui est injustifiée. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Il faudrait aller au-delà. Il faudrait que le législateur sénégalais, à l'image ou bien à l'essence de son homologue, consacre expressément le viol conjugal, en précisant que la relation matrimoniale n'exclut pas l'établissement de cette infraction. Parce que ce sont des questions de liberté individuelle qui sont en jeu. Ce n'est pas une question de féminisme et autres, mais parce que de toutes les manières, le viol conjugal peut être perpétré aussi bien sur l'homme que sur la femme. Vous me direz maintenant que dans la pratique, il est usuel que cela soit perpétré à l'encontre de la femme, mais c'est très possible qu'un homme puisse faire l'objet de viol conjugal. Maintenant, je ne sais pas dans quelles circonstances, mais il ne faut pas exclure cette possibilité-là. Donc, cette position-là, ce n'est pas pour peut-être défendre les femmes au détriment des hommes et autres, ce n'est pas une position qui est féministe, mais c'est une position qui prend en compte le respect de la liberté individuelle. Je n'irai pas jusqu'à dire de la liberté sexuelle, parce que la liberté sexuelle, dès l'instant qu'on l'évoque, on pense au libertinage. Or, moi, dans mon entendement, la liberté sexuelle, ce n'est pas dans ce sens-là, mais c'est plutôt dans le sens de respecter le corps de la personne avec qui l'on est. Moi, je crois que dans un ménage où on est amené à forcer des relations, je crois que là, c'est plutôt un pas en arrière qu'il faut faire plutôt que d'insister. Parce qu'un mariage où ce genre de relation a pu être, en tout cas, s'est installé, je crois que c'est plus un mariage qui est viable. Et donc, il faut respecter les libertés individuelles et autres. Et donc, cette consécration-là, elle est attendue en droit sénégalais pour protéger aussi bien les hommes que les femmes. Mais d'ici cette intervention législative, osons espérer que la Cour suprême va avoir l'opportunité de se prononcer pour peut-être confirmer
la décision de 2017 qui a été rendue par le tribunal régional de Saint-Louis. Voilà donc les propos très modestes que j'avais à vous présenter par rapport à la question. Je reste ouverte aux questions et aux différentes suggestions, critiques et autres, surtout critiques. Je sais qu'ils vont pleuvoir suite à cet exposé-là. Merci beaucoup, M. Thiam. Je vous remets la parole. Merci beaucoup, cher professeur, pour la qualité de l'intervention. Vous nous avez entretenu sur le devoir conjugal, sur l'assimilation qui est faite sur le devoir conjugal et obligation matrimoniale, sur cette distinction-là qui existe et qu'on doit faire sur le devoir conjugal et une obligation matrimoniale, une obligation qui est sanctionnée par des dommages et intérêts le plus souvent, et le devoir conjugal qui est issu du droit canon est sanctionné par une annulation du mariage, parce que pour le droit canon, pour l'Église, pour la religion globalement, l'inexécution de cette obligation doit nécessairement entraîner l'annulation du mariage. Bien entendu qu'eux, ils pensent que pour le mariage, obligatoirement, il doit y avoir des relations charnelles. Vous nous avez fait l'honneur d'évoquer beaucoup de jurisprudence sur la question, la jurisprudence de la Cour européenne du 23 janvier 2005. Vous avez évoqué aussi la jurisprudence de 1990 en France qui a consacré le viol conjugal. Et il ne faut pas oublier que la France, comme nous, avait une disposition comme l'article 320. C'est après des querelles que la France a décidé de consacrer expressément le viol conjugal. Maintenant, est-il opportun? C'est une question. Est-ce que la consécration du viol conjugal n'entraînerait pas des sanctions hasardeuses? On vous laissera la parole pour ces questions-là. Maintenant, j'avais une question. On a parlé de viol conjugal, mais j'aimerais que l'on se pose la question de savoir comment faire pour réconcilier les obligations de cohabitation et la polygamie. Alors, merci beaucoup, M. Thiam. Sur cette question-là, je crois que le législateur a essayé de tendre la perche à l'homme en expliquant que l'homme doit une égalité de traitement à ses épouses. Et juste pour vous dire que dans le cas de la polygamie, le législateur est très conséquent, le législateur sénégalais. Parce que même relativement au devoir de fidélité, le législateur considère que le devoir de fidélité doit être exécuté en fonction des usages, des coutumes qui sont permises par, juste pour montrer que quand on est polygame, le devoir de fidélité ne peut pas être compris de la même manière que quand on est monogame. On est d'accord? Parce que quand on est monogame, le devoir de fidélité implique l'exclusivité. Mais quand on est polygame, pour le législateur, l'exécution du devoir de fidélité peut être à géométrie variable parce qu'il explique que quand il y a les usages et les coutumes qui permettent, peut-être dans le cadre de fréquentation. Alors, quoique, pour moi, ça ne devrait pas être ouvert parce que c'est une boîte de Pandore. Est-ce que, parce qu'on projette de convoler en seconde noce, on a le droit de fréquenter une fille? Quand je dis fréquenter, je ne suis pas dans les relations extra-conjugales, je parle de la fréquentation, le temps qu'il faut pour se familiariser, pour connaître. Est-ce qu'on peut la fréquenter pendant 3 mois? Est-ce que l'on peut la fréquenter pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 5 ans, comme ce qu'on voit aujourd'hui? Parce que certaines formes de fréquentation devraient pouvoir justifier des griefs d'injures, de mauvais traitements et de services parce que cela se fait d'une manière qui porte atteinte à la dignité de la femme. Donc c'était juste une parenthèse, mais je voulais dire par là que le législateur tend la perche à l'homme par rapport à la question de la polygamie parce que lorsqu'il prévoit que l'homme doit une égalité de traitement à ses épouses et qu'il pose d'un côté le devoir de cohabitation, ça voudrait dire que ce devoir-là est exécuté dans le cadre du respect de la stricte égalité entre les épouses. Donc la cohabitation devra se faire comment? De manière distributive, comme on le voit. Et ce ne serait pas une faute pour l'homme de
rester 2 jours sans venir visiter la deuxième épouse si elle est de tour chez la deuxième épouse. Donc ça, c'est rendu très facile par le législateur parce que devoir de cohabitation, d'accord, mais lorsqu'on est polygame, et polygamie autorisée par le code de la famille, ça doit être appliqué de manière tout à fait distributive. L'essentiel, c'est que cela soit égalitaire. N'est-il pas contraire à la Constitution? N'est-il pas contraire à la Constitution? Écoutez, moi, vous me demanderez mon avis, je vous dirai clairement devant tout le monde ici, mais ce n'est pas mon avis qui compte, c'est le législateur. Moi, je suis contre la polygamie. Parce que tout simplement, la polygamie rompt l'égalité entre l'homme et la femme. Voilà. Premier argument, et il y a d'autres arguments sous-jacents que le temps ne me permettra pas de... Effectivement. Merci beaucoup, professeur. Il y a beaucoup de questions dans le chat. On va essayer de les poser. Il y a d'abord Younous Aboubakar Sadiassane, qui est un de nos collègues. Il dit « Bonjour à tous, merci professeur Diagne pour la clarté des explications. Merci aussi à M. Thiam. Sur la question de l'obligation, le droit français s'est montré très minimaliste, en ce sens qu'il se limitait simplement à retenir que sa violation était constitutive d'une faute pouvant justifier le divorce au tort exclusif de l'époux concerné. Le droit sénégalais, précisément la jurisprudence, est allé plus loin, voire la décision de 2017 qu'on a évoquée tout à l'heure. Les juges sénégalais considèrent en effet le devoir conjugal comme une obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée, et c'est en vertu de cette impossible exécution forcée que tout forçage ne saurait, selon eux, relever que du viol. Que pensez-vous de ce raisonnement du juge répressif sénégalais? Alors, merci beaucoup, M. Sadi, pour cette question-là. Alors, je ne partage pas votre avis quand vous dites que le droit français est très minimaliste. Oui, par rapport à l'interprétation du devoir conjugal. Oui, en ce sens qu'il se limitait simplement à retenir que sa violation était constitutive d'une faute pouvant justifier le divorce au tort exclusif de l'époux concerné. Oui, ça c'est au plan civil. Ça c'est au plan civil. C'est l'interprétation que le juge en fait au plan civil. Mais au plan répressif, le juge français nous a précédés. Nous réjouissons de cette décision de 2017, alors que dès 1990, la Cour de cassation française a clairement dit que la violation du devoir conjugal entraîne des sanctions civiles, mais au plan pénal, cette violation-là ne peut pas faire l'objet d'une exécution forcée. Et c'est ça qui a permis aux juges français de retenir le viol conjugal. Et cette jurisprudence, elle a été constante jusqu'en 2006 où le législateur est venu entériner, conforter cette jurisprudence-là. Donc, je crois que le traitement de la question du devoir conjugal en droit français, ce qu'on peut reprocher aux juges français, c'est d'avoir été un peu incohérent dans la démarche, considérer que c'est une faute civile de ne pas l'exécuter et néanmoins retenir à l'encontre du créancier qui a obtenu une exécution forcée par lui-même, par ses propres moyens, un viol conjugal. Je crois qu'il fallait plutôt commencer par le viol conjugal ou bien alors, avant d'aller vers le viol conjugal, considérer que ce n'était pas une faute civile. Et c'est ce qui donnait la liberté au conjoint de refuser de s'y soumettre et de ne pas subir la pression de son partenaire. Alors, s'il m'interpelle par rapport à la décision du juge sénégalais dans cette décision de 2017, moi, c'est une solution que j'ai appréciée vraiment de manière tout à fait incontrôlée. Parce que, pour moi, les juges sénégalais doivent se départir de cette attitude attentiste, de ce comportement d'automate consistant à vouloir s'emmurer dans les cercles des lois, ne pas trop oser aller au-delà. Parce qu'effectivement, on ne devrait pas dénaturer sous le couvert de l'interprétation ou bien dévier, dévoyer l'intention du législateur. Mais également, le juge, ce n'est pas un automate, le juge n'est pas un robot. Le juge, c'est un pouvoir, une autorité à qui on a donné le pouvoir d'interpréter. Et qui dit interprétation, cela suppose que la loi, elle est imparfaite, elle est imprécise. Il y a un problème avec cette législation-là. Alors, il faut tout simplement que les juges sénégalais se rendent compte du pouvoir qu'ils ont d'apporter une justice corrective par rapport à certaines situations qui sont lacunairement traitées par le législateur. Et donc, ce juge-là, son raisonnement, il est inébranlable. Parce que le juge... Mais n'était-il pas guidé par les circonstances de l'espèce? Effectivement.
Les circonstances étaient douloureuses parce que les faits s'étaient passés vraiment dans des circonstances assez sauvages et surtout que la femme n'était plus en communauté de toit avec le conjoint. On est d'accord. La femme avait rejoint le domicile de ses parents et le mari, je crois, lui avait tendu un piège pour pouvoir la traire dans un endroit. Mais moi, je crois que même dans une situation où ils étaient toujours dans le cadre, voilà, parce que là, je crois qu'il y avait séparation de fait, mais même dans le cadre où les époux continuaient à entretenir ou bien à entretenir une communauté de toit, je crois que le juge aurait pu aller dans ce sens-là. Parce que son argument est fort, son argument est inébranlable. Le juge, il dit, lorsque l'article 320 prévoit que quiconque, et le juge dit quelque chose de vraiment très, en tout cas spectaculaire, l'époux ne peut pas être soustrait de cette définition-là. Et ça rejoint tout simplement cette règle-là phare. On ne doit pas distinguer là où la loi ne distingue pas. On est d'accord. Donc de ce point de vue-là, le lien matrimonial, ce n'est pas une excuse pour légitimer la contrainte dans le cadre des relations sexuelles. Bon, donc juste pour répondre à cette question, c'est une décision qui est très salutaire et qui devrait être reproduite et peut-être confirmée par la Cour suprême. Pour continuer toujours pour les questions, il y a Baba Moussa qui dit « Je vous remercie pour l'organisation de ce webinaire. Les lois de nos pays ne sont pas en adéquation avec nos réalités traditionnelles et culturelles. Il est temps d'élaborer les lois tenant compte de nos réalités. Aucune femme n'ira dire au tribunal qu'elle n'entretient pas de relations sexuelles avec son époux. De même, toutes les associations de défense des droits des femmes qui ont pris la défense des femmes ont échoué. C'est la femme elle-même qui demande le retrait de la plainte parce qu'elle a subi la contrainte de la famille et des enfants. Ça, c'est une suggestion. Pour une autre question, c'est Alassane Dienabokobor, qui est aussi notre collègue au niveau du LERCDA. L'orientation actuelle du droit sénégalais de la famille, au regard de sa nature idéologique, ne coïncide-t-elle pas avec la religion? Une question. Pour continuer, dit, au regard de l'article 17 de la Constitution, article 100 et 155 du Code de la famille, le mariage constitue la seule source légitime de la famille. Dans pareille hypothèse, le devoir conjugal n'inclut-il pas la communauté de lit, étant entendu que les autres formes d'union ne sont pas reconnues au Sénégal? La reconnaissance du mariage coutumier en dit long. Sur le plan civil aussi, la faute est définie par le COCC comme un manquement à une obligation préexistante de quelque nature qu'elle soit. Les questions sont liées. Les questions sont liées. Moi, je voudrais d'abord intervenir par rapport à la première intervention de monsieur, vous avez dit... de monsieur Baba, Moussa Baba. Voilà. J'ai bien aimé une partie de son intervention lorsqu'il évoque la pudeur, la discrétion, les valeurs culturelles que nous avons de Soutouré et autres là qui font que aucune femme n'ira au tribunal dénoncer son mari pour non-exécution du devoir conjugal. On est d'accord. Moi, je pense qu'il ne faut pas toujours se réfugier derrière la religion ou la culture pour justifier certains comportements. Je voudrais demander, qui peut me donner un verset du Coran ou bien un verset ou bien un passage de la Bible où on nous dit que lorsque la femme refuse d'exécuter son devoir matrimonial ou bien son obligation matrimoniale, l'homme a la possibilité de les contraindre. Moi, je voudrais tout simplement ça. Je ne vois pas ça. Et même culturellement également, je ne conçois pas, par exemple, qu'on nous dise que si la femme ne veut pas s'y plier, l'homme doit la forcer. Souvent, ce qu'on retient, c'est que si la femme ne veut pas s'y plier, l'homme doit la libérer. C'est d'ailleurs pourquoi on utilise souvent la répudiation et autres là. Parce que je vous disais tout à l'heure que dans le cadre de l'Église catholique, c'était une cause de nullité. C'est-à-dire l'intention matrimoniale n'était pas là. En droit musulman, lorsque la femme refuse systématiquement de se plier, ou bien lorsque l'homme, c'est une cause de divorce. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle souvent, pourquoi quand l'homme est impuissant, on permet à la femme de se retirer du mariage. C'est parce qu'exactement, lorsque l'homme est impuissant, il ne peut pas exécuter son devoir conjugal. Quelle est la possibilité qu'on donne à la femme? C'est de demander le divorce. Et ça, c'est permis aussi bien par le droit musulman que par les lois. Donc, de ce point de vue, moi, ce que je refuse systématiquement de cautionner, c'est qu'on doit pouvoir forcer à exécuter un devoir conjugal.
Au plan civil, maintenant, je suis assez mitigée parce que pour moi, au plan civil, ce n'est pas concevable qu'on entre dans une aventure matrimoniale en n'ayant pas l'intention d'exécuter. Je ne l'appellerai pas obligation matrimoniale, mais de satisfaire à ce devoir, même pour des raisons d'ordre moral et d'ordre religieux. On ne peut pas concevoir qu'aujourd'hui vous décidiez à entrer en relation matrimoniale et que d'emblée, dès le départ, votre intention, c'est d'exclure toute possibilité de relation charnelle. Là, on peut s'interroger sur les relations, sur les intentions matrimoniales. Par contre, cette soumission systématique, est-ce un peu, quand je dis systématique, permanente, non concertée à l'exécution du devoir conjugal, pour moi, je conteste. Pour moi, ça ne devrait pas relever de la contrainte, ça devrait relever d'un consensus, ça devrait relever d'un plaisir partagé entre les deux. On ne devrait pas aller jusqu'à vivre une situation dans laquelle exécuter ça relève, avoir la peur au ventre parce qu'on ne doit absolument pas. Pour moi, des deux côtés, lorsque l'exécution commence à poser problème pour l'un des partenaires et que ce n'est pas dû par des raisons valables, c'est l'autre partenaire qui devrait prendre ses responsabilités et se retirer du mariage et considérer que si le mariage ne doit pas être annulé, il doit être déclaré caduc. Pourquoi? Parce qu'un élément essentiel de sa validité, entre guillemets, a disparu. On est d'accord, l'intention matrimoniale qu'on aurait pu avoir au départ, mais qui par la suite a disparu, peut-être parce qu'on n'a plus de sentiments pour son conjoint. Il faut en prendre acte et en tirer toutes les conséquences. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'au civil, ça puisse justifier la rupture du mariage, mais au plan répressif, ça ne devrait pas justifier que la contrainte soit exercée sur un conjoint pour ne pas avoir exécuté ce devoir conjugal-là. Pour la question, ici, c'est Mme Fatou Kiné Kamara, professeure, que nous saluons de passage. Elle dit « Félicitations pour votre belle et surtout très importante présentation, professeur Ndeye Sophie. Sur le plan culturel, la tradition africaine a mis en place des cadres de traitement équitables de ces questions qui relèvent de l'intimité des couples. La médiation familiale est toutefois ignorée par notre législation. La médiation n'est pas précisément et rigoureusement organisée qu'en droit des affaires. Les épouses restent livrées à la dénaturation de nos traditions, aux discriminations du code de la famille et aux préjugés des juges. Merci encore, professeur, d'avoir attiré l'attention sur cette question importante. Merci beaucoup, professeur. Il y a professeur Ndeye Kouma Madeleine aussi qui vous félicite. Toutes mes félicitations, chère Sophie. La question a été largement et parfaitement abordée. Merci. Il y a aussi Baba Moussa qui revient en disant que le cas de la mise en œuvre du Code des personnes et de la famille au Bénin, qui a prévu la monogamie. En réalité, la loi ne reconnaît que la femme mariée légalement, même si les enfants sont pris en compte. Que se passe-t-il? Nos sœurs mariées venant du village, mariage religieux et coutumier, ne connaissent pas la loi. Certainement, femmes émancipées, instruites et qui connaissent la loi, se marient aux hommes et deviennent ainsi les femmes légales de ces hommes. Conséquence, en cas de décès, la succession devient à la seule femme. Que prévoit la loi sénégalaise? Félicitations pour cette... elle vous félicite davantage. Merci beaucoup. Alors, cette question-là, elle m'interpelle beaucoup parce que j'ai eu à faire un article qui parlait de la problématique de l'annulation du mariage. Et dans le cadre de cette production-là, j'ai eu à soulever le fait qu'il y ait cette incohérence entre la manière de sceller le mariage et la manière de mettre fin au mariage. C'est vrai que le fait d'instituer le divorce obligatoirement judiciaire a été fait dans le but de protéger les femmes contre les répudiations intempestives, mais cette solution-là n'est pas conséquente dans la mesure où on permet de faire un mariage qui est coutumier. Et même si, bien évidemment, on conseille ou bien on recommande aux époux, aux conjoints de formaliser ce mariage coutumier-là, vous savez que l'homme par nature n'agit souvent que sous la contrainte. Quand par exemple il y a des délais qui sont donnés, les individus, les citoyens attendent toujours que le délai soit dépassé pour agir. Donc en permettant aux conjoints de se marier coutumièrement et de leur dire que ce mariage est valide, dès l'instant qu'on valide le mariage coutumier, même si après coup on leur conseille et on leur
on leur recommande d'aller valider le mariage auprès de l'officier d'état civil par le biais de la constatation ou bien par le biais de l'autorisation ou bien de la déclaration tardive, ce n'est pas très, en tout cas, incitatif pour que ces individus-là aillent auprès de l'officier d'état civil parce qu'ils vont se dire le mariage est valide et le mariage est valide. Donc, cette solution-là, je crois que elle n'est pas tout à fait conséquente, elle n'est pas une solution qui est complètement. Je crois qu'à côté de l'institution du divorce judiciaire obligatoire, il fallait mettre de côté l'obligation de faire le mariage civil. Le mariage traditionnel, conforté par le mariage, et en faire une obligation. Parce que c'est ce qui justifie qu'aujourd'hui, mais effectivement, religieusement, ces personnes-là dont vous parlez, ce sont des personnes qui sont mariées, ce sont des conjoints. Selon la loi, selon la religion, selon la coutume et selon la loi également, parce que le mariage coutumier est valide. Mais on leur retire des avantages, on leur retire des faveurs que l'on accorde aux époux qui se sont mariés civilement. Donc l'un dans l'autre, qu'est-ce que l'on devrait faire? Assurément pas supprimer le divorce judiciaire. Bien vrai que c'est synonyme de tracas, de difficultés, parce que bon nombre de femmes ignorent que si elles ne vont pas devant le juge et qu'elles se remarient à la suite d'une union qui a été défaite religieusement ou bien coutumièrement, elles sont en tout cas susceptibles d'être poursuivies pour bigamie. Bon nombre de femmes l'ignorent, on est d'accord. Donc le divorce judiciaire, d'accord, on peut le maintenir. Mais de l'autre côté, il faudrait faire suivre avec la formalisation du mariage, de telle sorte que les citoyens, les individus, les conjoints sachent que pour être mariés, il faut formaliser. Et de ce point de vue-là, il n'y aura pas de risque que des épouses au décès du mari viennent des 4 coins du monde pour se présenter comme étant des femmes qu'on avait épousées dans une chambre, dans un local et autres. On est d'accord. Il y a une autre question. Tenant compte de la criminalisation du viol, et j'y ajoute de la rigueur dans la procédure en matière criminelle, admettre le viol conjugal n'est-il pas dangereux? Une arme pour régler des comptes au conjoint? Ça peut s'avérer très dangereux si c'est dénaturé, si c'est détourné de sa finalité. On va d'abord parler de la criminalisation du viol. Le problème avec cette législation-là, il y a un avantage fondamental, c'est par rapport au délai de prescription. Moi, je crois que c'est un aspect qui est souvent tu, mais c'est un aspect qui est fondamental parce qu'en criminalisant le viol, le viol, le délai de prescription, il s'étend. On quitte 3 ans à 10 ans, on est d'accord. Ça permet de couvrir les victimes, surtout lorsque les victimes sont des mineurs. Je crois que ça, c'est fondamental et c'est important. Mais il y a le revers de la médaille parce que en criminalisant, il y a souvent la longueur de l'instruction qui également fait perdurer la détention préventive qui fait que souvent on porte atteinte à une liberté fondamentale lorsque cela a été orchestré tout simplement pour nuire à un individu. On a vu beaucoup de cas dans lesquels, à l'issue de la détention préventive, les accusés avaient été acquittés tout simplement. Et donc c'est risqué, que ce soit dans le cadre du ménage, que ce soit en dehors du ménage. Mais pour moi, ce n'est pas le problème en soi de la criminalisation du viol conjugal, du viol qui pose problème, c'est plutôt l'absence de précision, est-ce que vous voyez un peu de consécration du viol conjugal? Parce que dès l'instant que c'est avéré que le mari subisse les mêmes conséquences qu'un violeur normal, moi je ne vois aucun inconvénient. Et de toutes les façons, juridiquement, il n'y a pas lieu de discrimination à faire, on est d'accord. Dès lors que c'est avéré que c'est un viol conjugal, l'époux coupable doit être traité de la même manière qu'un violeur ordinaire. On est d'accord ou pas? Vous me diriez non, mais parce que les éléments constitutifs sont les mêmes. Peut-être après, il pourra bénéficier de circonstances atténuantes qui pourront en tout cas découler peut-être de, je ne sais pas, on pourra toujours voir des liens familiaux ou bien des remords qu'il a eus ou bien de son état qu'il n'a pas pu contrôler, tout ça. Mais en soi, ce n'est pas quelque chose, cette criminalisation du viol qui vient affecter particulièrement l'auteur du viol conjugal parce que cette personne-là, pour moi, doit être traitée de la même manière que l'auteur d'un viol ordinaire. Maintenant, le problème de la criminalisation du viol, c'est un problème qui est beaucoup plus global et que donc, je considère qu'avant de retenir cette infraction-là, dans le cadre de l'instruction également, il faudrait que le juge
s'entoure de toutes les garanties possibles avant d'inculper la personne, parce que c'est une personne qui est appelée à être privée de sa liberté, et ce serait d'autant plus préjudiciable si à la fin de l'instruction on considérait que les charges découlaient tout simplement d'une dénonciation calomnieuse faite dans l'intention de nuire. Bon, il nous reste moins de 15 minutes, je vais regrouper les questions et vous les donner. Bonjour, le devoir conjugal est le terrain de tous les vices. Il peut avoir entre époux des violences voulues, donc le sadomasochisme. Ne perturberait-il pas l'appréciation du viol conjugal? Bonjour chers tous, merci pour cette belle présentation. Ma question est la suivante. Comment concilier l'existence du viol conjugal avec le principe du consentement libre et éclairé à chaque rapport intime? Merci d'avance. Madame Fatou Kiné Camara aimerait préciser que lorsqu'elle parle de médiation familiale, le viol est exclu parce que le viol ici relève du pénal. Bonjour chers tous, merci professeur pour cet excellent exposé sur le devoir conjugal et pour la clarté de vos explications. Merci également aux modérateurs. Contrairement au législateur sénégalais, le législateur burkinabé s'est prononcé sur le viol conjugal depuis 2016 en le consacrant à l'article 14 de la loi 061-2016. Il l'a affirmé dans le code pénal de 2018 à l'article 533-12. Mais à la lecture des 10 articles, force est de constater que le législateur burkinabé n'a pas été si audacieux, car il a limité le viol conjugal sur le viol commis sur la personne de la femme et non de l'homme, et seulement à certaines conditions. On entend de voir l'interprétation que fera le juge burkinabé de ces articles. Il y a une autre question, j'espère que je peux vous donner la parole. Oui. Pour la réponse, oui. Voilà, afin que je n'oublie pas. La première question tourne autour de la compatibilité entre le consentement libre et éclairé dans le mariage et le viol conjugal. Oui. Effectivement, refuser de consacrer le viol conjugal porte atteinte à ce consentement libre et éclairé. Donc, parce que les relations charnelles, physiques dans le cadre du mariage doivent être des relations voulues, doivent être des relations consenties, doivent être des relations qui sont concertées entre les différents individus. Juste pour vous dire, souvent dans la culture sénégalaise, qu'est-ce qu'on dit? Lorsque une femme entretient une relation physique avec son mari, alors qu'au moment de cette relation-là, elle n'était pas contente, elle n'était pas en bonne intelligence avec son mari, le risque c'est qu'ils vont avoir des enfants, voilà, qui seront plus tard des enfants, des malfrats, qui ne sont pas de bons enfants. Est-ce que vous voyez un peu? Juste pour vous dire que même culturellement, même de ce point de vue coutumièrement, selon les usages, il ne faudrait pas installer ces rapports de conflit, surtout physique, au sein du couple. Donc, le consentement doit être libre et éclairé. Exécuter le devoir conjugal doit être un plaisir aussi bien pour le conjoint que pour la conjointe. Et ne pas retenir le viol conjugal, comme il l'a dit, c'est porter atteinte à ce consentement-là. Et donc, ce qui voudrait dire que le législateur devrait même accompagner les époux pour être en harmonie dans le mariage. Et parce que d'ailleurs, cette solution du juge-là, je disais que ça ne règle pas le problème, parce que quel homme, pareil, ce ne sont pas tous les hommes qui, à partir de là, vont être avertis. Parce que c'est une décision de justice, rien de plus aléatoire. Mais imaginez, dans le cadre d'une intervention législative, il était porté à la connaissance de tous les hommes, de toutes les femmes, je vais dire hommes et femmes, de tous les époux, qu'il existe aujourd'hui une disposition qui interdit de forcer son époux à avoir des relations. Ça voudrait dire qu'ils essaieraient de se concerner, d'être en bonne intelligence pour exécuter le rapport. Et que donc, si dans des situations où l'époux est indisponible physiquement, l'épouse est indisponible physiquement, il pourrait peut-être trouver des arrangements pour l'exécuter plus tard, mais de sorte que cette question de violence, de contrainte morale, et parfois physique et parfois même morale puisse exister dans les relations. Ça sape même les bases de la relation matrimoniale. Parce que la relation matrimoniale, on l'a dit, affection, secours, assistance, tout ça là, c'est un tout. Et donc, il ne faudrait pas également verser comme un cheveu dans la soupe je veux dire, ces tiraillements, surtout au plan physique, je pense. Une autre question, Lamine Ndiaye demande, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire une interprétation restrictive de l'article 149 du Code de la famille?
sur la communauté. D'autant plus que l'objectif principal du mariage, c'est la création de la famille. Cette conception n'est pas seulement d'origine religieuse, mais aussi légale, si bien évidemment on se fonde sur les dispositions pertinentes de l'article 155 du Code de la famille. D'origine légale. Très sincèrement, en me fondant uniquement sur les textes dont nous disposons, je ne peux pas dire de manière péremptoire que devoir conjugal, ça découle d'une obligation matrimoniale. Je ne peux pas l'affirmer. On a beau visiter le Code de la famille, cette synonymie n'existe pas. Déjà, le premier problème, c'est que cette notion de devoir conjugal n'existe pas. Admettons même que cette notion existe, mais il n'y a pas de synonymie faite. Parce que quand on nous parle d'obligation matrimoniale et on vient nous parler de devoir conjugal, mais interrogeons-nous déjà sur la différence de la sémantique. Pourquoi sur certains points les législateurs parlent d'obligation et pourquoi sur certains autres les législateurs parlent de devoir? Est-ce qu'il faut forcément conclure que le législateur procède à une synonymie entre devoir et obligation? C'est une question qui a toute sa pertinence. Donc ce n'est pas moi qui refuse de faire cette interprétation-là, mais ce sont les textes, les matériaux, les supports qui ne m'autorisent pas à faire cette interprétation-là. Notre intervention, liberté sexuelle et obligation de cohabitation sexuelle. Ici, il faut comprendre la cohabitation sexuelle. La femme dispose-t-elle d'une liberté absolue de consentir ou de refuser tout acte sexuel dans le cadre du mariage? Ce refus doit-il être occasionné ou peut-il être irrévocable? Dans ce dernier cas, la liberté individuelle, principe constitutionnel, ne prime-t-elle pas sur les obligations inhérentes à l'institution matrimoniale? Alors, la première question, je voudrais retourner cette question-là à son auteur. Parce qu'il a dit, est-ce que la femme a la liberté absolue de consentir ou pas, ou de refuser? Je lui repose la question. Parce que d'après ce que je viens de dire, il aura compris que pour moi, la femme n'a pas cette obligation-là. Et après, il revient nous parler de la liberté individuelle, de la liberté fondamentale, l'indisponibilité du corps humain, est-ce que vous voyez un peu les droits fondamentaux, la dignité, le respect du droit à la vie, l'intimité et autres. Ce sont des textes qui ont valeur constitutionnelle, qui sont couverts, qui sont protégés par la Constitution. Et ces textes-là, si on les met sur la balance avec cette obligation-là d'exécuter le devoir conjugal, je crois que ça pèse lourd, on est d'accord. Donc, parce que même si on devait entériner l'idée que cette obligation-là découle du code de la famille, on met sur une balance, on met sur la balance ces textes-là, je crois que le rapport est immédiatement établi. Et que donc, techniquement, juridiquement, sans faire entrer des considérations d'ordre religieux ou moral, il y a cette indisponibilité-là du corps qui fait que, aussi bien l'homme que la femme a le droit de refuser. Maintenant, les conséquences après le refus, ça c'est autre chose. Mais sur le principe, ils ont le droit de refuser, de subir une contrainte, parce que tout simplement, c'est la loi qui les protège. Maintenant, vous refusez de subir cette contrainte-là, peut-être vous allez subir les conséquences. Et les conséquences, moi, je ne les critique pas. Vous ne voulez pas avoir de relation avec votre conjoint, vous sortez du ménage, tout simplement. Maintenant, le fait de considérer que vous êtes fautif parce que vous avez refusé, ça c'est une autre question. Ça dépend des circonstances dans lesquelles ce refus-là, il a été exprimé. Parce qu'un refus qui est justifié par des raisons, est-ce que vous voyez un peu valable? Je ne pense pas que le divorce fautif doit être imputé au débiteur de l'exécution. Mais si de manière tout à fait arbitraire, il n'y a aucune raison qui le justifie, vous refusez systématiquement de vous soumettre, ou bien pas de vous soumettre, je n'ai pas trop utilisé ce terme-là, mais vous refusez systématiquement, de manière tout à fait automatique, d'avoir des relations avec votre conjoint, vous n'avez plus l'intention. Moi, de ce point de vue-là, pour moi, vous devez, voilà, sortir. Et maintenant, à vos risques et périls, on est d'accord. Élisée Tolnan pose la question de savoir, la consécration du viol conjugal ne provoquerait-elle pas une désagrégation des familles dans le contexte culturel sénégalais? Sommes-nous dans les mêmes impératifs que la France, par exemple, pour franchir le pas? Rappelons tout de même que le viol est un crime. Et il pose la question, est-ce que ça ne provoquerait pas une désagrégation de la famille? Alors, je ne dirais pas pour ce monsieur, mais pour la commune renommée, un mariage viable, c'est un mariage dans lequel, en sourdine, tout peut se passer, les pires atrocités, mais
Voilà. Au devant de la scène, c'est un mariage où tout semble aller mieux. Je pose cette question parce que tout simplement, il dit si on consacre le viol conjugal, est-ce qu'on ne va pas désagréger les familles? Mais un ménage dans lequel un viol conjugal est intervenu, mais ce ménage-là est déjà désagrégé. Maintenant, la différence, c'est que si c'est à travers la poursuite pour viol conjugal, c'est ébruité. Donc cette désagrégation-là dont il parle, moi je crois qu'il parle plutôt de l'aspect populaire, ce que les gens vont voir. Mais un mariage, une famille dans laquelle il y a eu à être perpétré des actes de violence, surtout des actes de violence sexuelle, je crois que c'est déjà désagrégé, qu'il ne reste absolument rien. Le problème de la société sénégalaise, c'est le problème des ménages de façade. Quand tout va bien de façade, tout le monde est content, sans pour autant qu'on essaie de voir si à l'intérieur, au sein de ce ménage-là, il y a l'homme qui souffre, si au sein de ce ménage-là, il y a la femme qui souffre, il y a les enfants qui souffrent. Ce sont ces idées-là qu'il faut mettre de côté et essayer de réfléchir en élaborant, en pensant des règles qui protègent les individus dans leur dignité, dans leur moralité, dans leur intégrité, aussi bien physique que morale et intellectuelle. Merci beaucoup, professeur, pour ces réponses. Il y en a d'autres, hein, mais cette question revient. Bonjour tout le monde. Avec cette nouvelle génération qui a la peine de bien saisir l'essence même du mariage, est-ce que la consécration du viol ne serait pas un danger, surtout pour les hommes? C'est certainement un homme qui a posé la question. Une autre question. Bonjour à tous et merci, professeur, pour sa brillante présentation. Toujours est-il que la prise en compte de nos réalités socio-culturelles permettra d'assurer la cohésion. Merci madame. Baba Moussa revient sur sa question. Merci madame pour vos réponses. Je suis contre la polygamie et toutes les violences faites aux femmes. La création de l'Institut national de la femme et le vote de la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes ont permis de régler beaucoup de problèmes. L'INF s'autosaisit des dossiers en cas de plainte et il y a des résultats positifs. Les hommes ont peur de commettre les violences physiques sur leurs femmes, c'est plutôt les violences morales qui prennent le dessus. Merci, professeur, pour cette belle présentation. Pour moi, on doit réformer le code de la famille et surtout abroger l'article 149 de ce code qui empêche des fois la répression du viol conjugal. Je ne pense pas que l'article 149 empêche la répression. Exactement, parce que voilà, on a parlé tout à l'heure de la synonymie qu'on peut établir, du parallélisme entre le droit français et le droit sénégalais. C'est tout à fait possible. Saliou Diagne nous dit, sur le plan anthropologique, le mariage représente une institution à préserver par les époux. Or, actuellement, pratiquement tous les problèmes conjugaux se trouvent dans la rue. Quels sont les symptômes conflictuels dans une union? Quelles sont les bonnes pratiques à retenir pour sauvegarder les liens conjugaux au-delà? Bon, la question n'est pas... Bon, et puis je ne pense même pas que mes compétences me permettent de donner... Voilà, de ce point de vue-là, je crois que je donne ma langue au chat. Il y a des personnes beaucoup plus avisées pour peut-être donner des conseils matrimoniaux allant dans ce sens. Il y a une question de notre collègue Dame Cissé. Bonjour, cher professeur, je vous remercie pour votre si belle présentation. Personnellement, je pense que la question du viol conjugal doit être appréhendée sous différents prismes. La dimension simplement juridique, me semble, le pénal et le familial, infiniment petite pour prétendre saisir toutes les complexités environnant les rapports sentimentaux. Une lecture socio-anthropologique, surtout psychologique, permet d'appréhender la perception des Sénégalais et Sénégalaises devant cette épineuse question. Une décolonisation des regards nous permet modestement d'avoir une modération surfaite. Merci, professeur. C'est une suggestion. Oui, c'est une remarque. Je pense que les questions sont... C'est bon. On vous donne la parole pour les mots de la fin. Oui, de la fin. Alors, je voudrais vraiment exprimer le plaisir d'avoir été là aujourd'hui. Déjà, remercier l'équipe, vous, pour votre très brillante modération, l'équipe qui s'est occupée de la logistique pour l'accueil qui m'a été réservé. Dire que j'ai été très contente aujourd'hui, non seulement d'être là, mais surtout d'avoir eu à discuter avec vous de ce sujet-là. Je ne prétends pas qu'à l'issue de cette communication, des solutions vont être trouvées, loin de là, mais ce qui tout simplement me donne des raisons
d'espérer, c'est au moins le courage qu'on a eu de poser cette question-là sur la table et de permettre de recueillir des avis et des autres. Parce que certaines questions, il faut oser les aborder. Et en les abordant, c'est ça qui permet de nourrir le débat, c'est ça qui permet de recueillir de part des autres les différentes sensibilités et donc de permettre aux décideurs d'en faire ce qu'ils veulent. Mais si les questions sont tues, on ne pourra jamais savoir qu'il y a des problèmes qui se posent par rapport à ces questions-là. Et moi, pour moi, le mérite de cette rencontre, c'est tout simplement d'avoir soulevé cette question-là qui ne relève pas d'un tabou dans le contexte occidental, qui devrait aujourd'hui être, cette question-là devrait être sortie de sa torpeur. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Thiam, et je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis et qui ont manifesté leur intérêt par rapport à ce que nous faisions aujourd'hui. Merci beaucoup, professeur. Recevez nos chaleureux remerciements pour l'honneur que vous nous avez fait d'animer ce séminaire. Merci infiniment. Nous réitérons également nos remerciements à l'endroit du NASPAD et du LERCDA et au public virtuel qui a pris part à ce séminaire. Nous disons merci et à bientôt pour la prochaine session. Merci.